Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler équipement et infrastructure. Commençons donc par les équipements. Alors lorsque l'on parle d'équipement public, on parle prioritairement d'usagers. Les usagers, c'est la raison même, la raison d'être de l'équipement public. Sans usagers, pas d'équipement, forcément. Alors à l'usager, qui est la personne qui va utiliser l'équipement, il faut aussi ajouter les utilisateurs. Les utilisateurs, lorsque je prends une école, l'usager est l'élève et l'utilisateur est le professeur ou l'enseignant. Autre exemple, à l'hôpital, le médecin est l'utilisateur et le malade est l'usager. Voilà, on différencie ces deux types de personnes. Alors dans les pays où l'État est déficitaire, où l'État a du mal à payer l'ensemble des équipements, on peut utiliser les usagers pour créer un certain nombre de ces équipements. Donc, les usagers vont aider, soit financièrement, soit en travail manuel, à la construction d'un certain nombre d'équipements. Alors si l'on essaie de classer ou classifier les équipements, on a plusieurs paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc on peut classer les équipements qui sont soit des équipements structurants, soit des équipements d'accompagnement. Les équipements structurants sont les équipements principaux et les équipements d'accompagnement sont des petits équipements qui ne sont pas forcément nécessaires à l'ensemble du système urbain. Ensuite, on peut aussi classer à nouveau les équipements en fonction de la taille, de leur statut ou de leur fonction. Pour ce qui est de la planification, on peut planifier. On a à nouveau 3, 4, 5 niveaux, ça dépend les pays, mais on va de l'État jusqu'au quartier en règle générale. Donc on passe d'une planification étatique à régionale, d'agglomération, de communes, de quartiers. Et sa gestion, c'est exactement la même chose. On peut passer de l'État au quartier. Avec, dans un premier temps, quelque chose de très centralisé au niveau de l'État et quelque chose de totalement décentralisé, quelque chose qui revient à la collectivité locale et qui est géré par les gens du quartier eux-mêmes. Alors, lorsque l'on parle de réaliser des équipements, on a, je dirais, une situation actuelle. C'est ici le temps, bien sûr, et puis c'est la variable qui est le nombre de personnes, ou le pourcentage, on peut faire les deux, de population qui a accès aux équipements de base. Donc la réalité, elle est à peu près celle-ci. Et puis, on a toujours le même nombre qui a accès à ces équipements. Par contre, la population, elle augmente comme ceci. Donc, ce qui fait que le gap est très grand et qu'il y a de moins en moins de monde, au fur et à mesure, qui a accès aux équipements. L'objectif, il est bien sûr celui-ci, où on aurait quasiment ici un point de contact entre, d'une part, les gens qui ont accès dans cette zone basse aux équipements et l'augmentation de la population. Voilà. L'objectif, ce serait que tout le monde ait accès de manière pérenne à l'équipement. La réalité, elle est malheureusement tout autre, c'est qu'on est sur des équipements où on arrive légèrement augmenté grâce à un certain nombre de programmes, mais que la population, comme dans le schéma 1, elle est toujours en expansion. Donc, le gap final, ici, X, est un peu plus petit que dans la situation actuelle, mais le niveau de service, le nombre de personnes qui ont accès aux équipements reste extrêmement faible par rapport à ce qu'il faudrait. Donc voilà, en gros, entre la situation actuelle et les objectifs, on a une situation réelle et on se rend compte que l'augmentation de la population est telle qu'il faudrait un rattrapage énorme
en termes d'équipement, équiper les quartiers, équiper les régions, et que ces équipements coûtant extrêmement cher, il est fort peu probable que nous puissions rattraper et que nous puissions, dans les prochaines années, se trouver sur la situation 2, qui est la situation de l'objectif. D'où le problème à la fois d'équipement et de la demande en équipement. Alors la demande, elle augmente. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a une augmentation de la population. Donc en chiffre absolu, une augmentation, si je prends l'eau par exemple, le nombre de litres par personne, on n'est plus sur de l'équipement, on va déjà sur l'infrastructure dont on parlera après, mais pour ma démonstration, c'est parfait de prendre l'eau. On voit que le nombre de personnes augmentant, la quantité d'eau que je dois mettre à disposition sera plus grande. Mais on sait aussi que dans le temps, la consommation, le nombre de litres d'eau potable par personne est en augmentation. Donc j'ai cette double augmentation, et c'est exactement la même chose sur les équipements. C'est qu'on est à la fois sur une population qui augmente, donc un besoin en centre de santé qui augmente, un besoin en hôpitaux qui augmente, et en même temps, le nombre de consultations augmente aussi. Donc on a une plus grande tendance à aller de plus en plus, bien sûr en fonction de ses moyens, mais de plus en plus chez le médecin. Donc on a une double augmentation, ce qui fait que l'équipement doit répondre à cela. Et vu les faibles ressources au niveau des villes, au niveau des États, au niveau des collectivités locales, on a finalement le gap qui s'agrandit entre les gens qui ont accès à ces équipements et les gens qui n'ont pas du tout accès à ces équipements. Passons maintenant aux infrastructures. Alors on définit les infrastructures comme étant les éléments nécessaires au fonctionnement urbain. Voilà, l'infrastructure urbaine, c'est pour le système urbain, pour son fonctionnement. Donc on peut avoir à la fois des bâtiments, à la fois des dépôts, à la fois des canalisations, des réseaux, des choses comme ça. Tout ça aide au fonctionnement. Prenons le cas de l'aviation. L'infrastructure est l'aéroport. Elle aide au fonctionnement du système aérien. On n'a pas besoin en plein ciel d'avoir d'autres types d'infrastructures, les avions, mais pour que l'avion décolle et se pose, on a besoin d'une infrastructure. Ça aide le système. C'est la même chose avec l'eau, avec l'électricité, avec tous ces types de réseaux. Ainsi, il faut voir au sens large le terme infrastructure. Finalement, infrastructure revêt aussi la question des services, la qualité des services. Pour l'infrastructure, pour qu'une infrastructure en eau fonctionne, on a à la fois des canalisations, mais aussi des gestionnaires de bornes fontaines, des gens qui vont relever les compteurs chez vous. Et en fin de course, il faut dans tous les cas un usager, comme pour les équipements. Donc là aussi, l'usager devient, je dirais, le point de référence de l'infrastructure, comme il était celui de l'équipement. Alors nous allons voir justement quels sont les équipements, quel est l'équipement minimal qu'il faut pour que le système urbain fonctionne. Alors avant tout, ce n'est pas véritablement un équipement, mais il faut le donner pour mémoire, parce que c'est important. Il faut des terrains disponibles. D'accord ? À la fois pour créer des équipements, mais à la fois pour placer les usagers. Donc sans terrain disponible, il n'y a pas d'urbanisation possible. Ensuite, il faut des moyens de transport, de l'adduction en eau, des évacuations des eaux, des évacuations des ordures ménagères, de l'électricité, du téléphone et Internet, bien sûr, de plus en plus. Alors des terrains disponibles, nous l'avons déjà un petit peu indiqué, il y en faut pour pouvoir créer ces infrastructures. Bien sûr, il faut aussi des terrains disponibles pour que les usagers puissent s'installer, puissent habiter. Mais sans terrain, il y a de grandes difficultés. Alors parfois, ils ne sont pas disponibles et on va déplacer les gens pour mettre de l'infrastructure, mais c'est la condition sine qua non, la condition de base, c'est qu'on ait des terrains sur lesquels l'infrastructure puisse passer. On parle de moyens de transport, mais on est plutôt sur de l'infrastructure routière, on parle de routes, et on voit que, en principe, dans les centres-villes et les grands axes, les routes sont bitumées, et puis plus on s'éloigne des grands axes, plus on va dans les quartiers, moins il y a de routes bitumées. La route est extrêmement importante entre les villes, elle permet les liaisons facilitées ou non, mais également à l'intérieur même du périmètre urbain, c'est extrêmement important pour les grands axes d'avoir un certain nombre de routes bitumées. Alors ces routes bitumées,
En principe, c'est les routes nationales, et ce qui veut dire que chaque région, à partir de la ville principale, on va dans chaque direction, dans une région particulière, dans une autre ville. Et ce qui fait que, vu que les seules routes bitumées sont les routes nationales, on a un développement comme ça, en doigt, avec chaque route nationale qui initie son développement le long de la route. Donc on a du mal à avoir une urbanisation compacte quand on a des axes qui se développent et que l'urbanisation en général se développe autour ou le long des routes bitumées. Ensuite, on a l'adduction en eau potable, la principale infrastructure urbaine. Plus important d'avoir de l'adduction en eau que de la route. Souvent, c'est le contraire qu'on finance, mais il est extrêmement important et on peut voir qu'il y a tout un système qui s'organise puisqu'il y a les conduites principales qui arrivent dans les quartiers. Ensuite, souvent, on est dans des systèmes de bornes fontaines avec des fontainiers, avec des gens qui vont amener maison par maison dans des gros fûts métalliques de l'eau. Alors, il y a tout un système et toute une économie qui se développe sur l'eau potable. Évacuation des eaux usées. Là, c'est souvent le parent pauvre de l'infrastructure. On a à la fois des eaux claires et des eaux usées. C'est très rare qu'on ait des systèmes de canalisation et d'évacuation des eaux usées qui fonctionnent. On en trouve peut-être dans les centres-villes, mais plus on s'éloigne de périphérie, plus finalement ce sont des systèmes individuels sur la parcelle qui sont des fosses septiques que l'on vide de temps en temps, ou alors aucun système d'évacuation des eaux usées et les déchets, fécaux notamment, restent sur la parcelle. Évacuation des ordures ménagères, même phénomène que pour l'évacuation des eaux usées. Certains systèmes sont en place, mais ne touchent pas forcément l'ensemble des quartiers. Et l'on voit ça et là des décharges entières, puisque les gens doivent entreposer, non pas sur leur parcelle, ils vont faire ça dans l'espace public, mais entreposent des déchets devant chez eux. Nous avons ensuite le réseau électrique. Alors il y a un paradoxe du réseau électrique, c'est que certains considèrent que c'est un luxe. Effectivement, on peut vivre sans électricité, c'est plus difficile sans eau. Cependant, l'électricité permet le développement de l'artisanat ou du commerce, quelques frigos, quelques machines électriques qui puissent tourner et qui puissent comme ça permettre le développement d'une activité. Le paradoxe, c'est que c'est un luxe, mais c'est le réseau qui coûte sans doute le moins cher à mettre en place, puisqu'il y a juste quelques fils et quelques poteaux par rapport à un réseau viaire, par rapport à un réseau d'adduction en eau, qui sont des réseaux, dans le dernier cas, enterrés, donc qui coûtent extrêmement cher de mettre en place. Le réseau électrique est quelque chose de relativement léger. Cependant, les coûts de l'électricité, les coûts de production sont tels que ce n'est pas forcément ce qu'on va mettre en premier dans un quartier. Généralement, on part de la route, ensuite l'adduction en eau, ensuite l'électricité. Bon, on devrait sans doute partir de l'adduction en eau en premier, de la route ensuite, et ensuite, pourquoi pas, de l'électricité. Ensuite, il s'agit de se questionner sur le réseau de téléphonie. Forcément, il y a un réseau câblé qu'on a encore dans certains pays, quasiment partout. La question aujourd'hui, est-ce qu'avec le développement du téléphone portable, est-ce qu'il est encore utile de prévoir dans les quartiers des réseaux téléphoniques? Donc ça montre bien que les normes que l'on va mettre en place, les niveaux d'équipement, peuvent changer avec le temps. Alors, il y a des choses qui sont plus immuables que d'autres, mais dans le cas du téléphone notamment, certains quartiers n'ont jamais eu accès au câblage, au réseau téléphonique, et aujourd'hui ont accès à la communication par le téléphone portable. La question va se poser avec Internet. Dans la plupart des villes d'Afrique, on est directement passé à un réseau Wi-Fi, un réseau sans fil, plutôt que d'imaginer qu'un jour, on allait câbler et on allait utiliser des réseaux existants peut-être, le téléphone notamment, pour Internet. Alors, un certain nombre pourraient être câblés, mais dans la majeure partie des cas, on se rend compte que peut-être c'est un réseau Wi-Fi qui est le plus adapté à la situation aujourd'hui des villes africaines. Voilà quelques éléments de synthèse. Premier, sur les coûts. Réseau électrique coûte peu cher. Le réseau viaire coûte extrêmement cher. Donc
il faut faire des arbitrages lorsque l'on a une somme à disposition pour alimenter, au sens général, viabiliser un quartier ou un nouveau lotissement. Il faut s'interroger sur les coûts des réseaux des uns et des autres. Il y a deux types de réseaux. Il y a ceux sur lesquels il est facile d'obtenir un recouvrement des coûts. C'est le réseau électrique, puisqu'on va faire payer l'électricité. C'est le réseau d'eau, puisqu'on va faire payer le litre ou le mètre cube d'eau. Par contre, sur ce qui est des évacuations des eaux usées ou des ordures ménagères, c'est extrêmement difficile, puisque l'on n'a pas encore trouvé les mécanismes possibles pour le recouvrement des coûts, notamment pour l'évacuation des eaux usées. Enfin, il y a parfois une distinction à faire entre ce qui nous semble, je parlais de l'eau tout à l'heure, ce qui me semble tout à fait légitime, et le ressenti des populations. Les populations rurales qui arrivent en ville n'ont pas dans l'idée que le réseau d'eau, l'adduction en eau potable, est une priorité. Ils ont l'habitude de faire autrement, d'aller au puits, notamment, de trouver diverses manières, mais surtout pas d'avoir un robinet avec lequel on peut juste obtenir de l'eau potable. Donc ce n'est pas leur priorité pour les ruraux qui arrivent. Cependant, on doit faire un arbitrage puisque on sait qu'il y a une adéquation entre le niveau d'équipement, entre un certain nombre d'équipements et d'infrastructures, et notamment la santé publique. Voilà, alors il est possible de mettre ces différents éléments sous forme de grille qu'on appelle la grille des besoins. Très rapidement, nous avons ici les infrastructures. Je ne sais pas, l'alimentation en eau, la voirie, etc. Et d'un autre côté, nous avons les besoins de base, le premier niveau, second, troisième, quatrième. On peut aller comme ça en fonction du niveau de service que l'on veut. Voilà. Donc, je prends juste l'exemple ici d'eau. C'est un nombre litres par personne par jour. Certains bailleurs de fonds nous donnent 30, d'autres 25. Dans la réalité, on est souvent beaucoup plus faible que 25 litres d'eau par jour et par personne. Alors on pourrait imaginer que le premier niveau est 50 litres, le deuxième 100 et le troisième 400. Ou alors on peut imaginer que le premier est 30 puisqu'on a commencé en dessous de 25, ensuite qu'on est à 40 et le maximum au troisième niveau est à 50. Donc tout ça, cette question-là, elle doit être traitée en fonction du contexte. Toutes les villes n'ont pas un accès identique à l'eau. Et finalement, cette somme au troisième niveau-là, la quantité d'eau maximale doit dépendre du contexte géographique, morphologique, bien sûr, de la possibilité d'avoir ou non de l'eau pour les habitants. En zone sahélienne ou dans le Sahara, on n'aura pas les mêmes chiffres ici qu'en pleine zone tropicale. Ça paraît extrêmement évident. Alors on peut définir un certain nombre de niveaux. Prenons 5 niveaux. Et puis, il est possible de dire à quoi correspond, à quel type de travaux, quel type de service correspondent tel niveau. Alors, pour le premier niveau, on est sur des choses extrêmement basiques. Il s'agit juste de débroussailler les voies et de borner les parcelles. Deuxième niveau, profil de voie, peut-être de la latérite, peut-être légèrement une grande voie revêtue, les bancs de fontaine qui arrivent, très peu au début, et la possibilité d'une alimentation en électricité pour les besoins communautaires. Troisième niveau, la voirie, peut-être un peu plus revêtue. On peut imaginer avoir des bas-côtés, système d'assainissement, en tout cas des fossés qui permettent à l'eau pluviale de s'évacuer. En termes d'eau, soit on développe les bancs de fontaine, soit on imagine un réseau d'eau potable et peut-être que l'électricité qui servait
avant juste à l'alimentation des équipements publics, maintenant peut aussi être utilisé pour l'éclairage public. Quatrième niveau, la voirie. On augmente la quantité de voirie bitumée et l'assainissement n'est plus forcément qu'un fossé creusé dans la terre, mais a un profil particulier et est bétonné. Enfin, le cinquième niveau, c'est bien sûr le niveau précédent, plus les questions d'électricité, où on peut imaginer des possibilités de branchement individuel à la parcelle, tout comme l'adduction en eau, où on peut imaginer pour l'ensemble des parcelles, cette fois-ci, une possibilité de branchement individuel. Voilà, nous avons rapidement fait le tour des équipements et des infrastructures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a divers niveaux d'équipements qui sont divers niveaux de services que l'on donne aux populations, que ces équipements, que ces infrastructures ont un coût de construction, construire un réseau a un coût, mais ont des coûts de gestion aussi. Gérer le réseau au quotidien a un coût. Et lorsque l'on veut le rénover quelques années après, il y a aussi un coût là derrière, qui est le coût de remise à neuf des infrastructures. Donc il faut prendre 3 types de coûts. En général, on ne prend que le coût de construction et puis ensuite, peu importe ce qui va se passer. Si on veut faire une planification durable à long terme, on doit non seulement prendre le coût de construction, mais le coût d'exploitation et enfin le coût de remise à neuf des infrastructures.